mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque ça faisait un moment que je me tâtais à la faire. Mais je me suis demandé est-ce que c'est vraiment très judicieux de faire cette vidéo compte tenu que je n'ai pas lu les livres. Mais j'ai quand même une certaine expérience on va dire sur le sujet traité. Aujourd'hui je vous propose de faire une petite vidéo un peu critique sur la dernière série de Disney Plus qui est sortie sur Percy Jackson. Donc c'est Percy Jackson et les Olympiens pour ceux qui l'ont pas suivi. Elle est sortie il y a pas très longtemps de ça sur Disney Plus. Et j'ai regardé la série sans grande, on va dire, conviction pour être très honnête avec vous, pour être totalement transparente. Parce que j'avais déjà vu les films qui m'avaient pas vraiment convaincu. Peut-être le premier, peut-être pas trop mal fait. Mais le second est clairement, on va dire, c'est pas forcément celui qui est le plus intéressant des deux. Et j'ai voulu quand même par curiosité, peut-être aussi, voir un peu comment Disney avait traité un peu le sujet justement du Percy Jackson. Alors je précise que je n'ai pas lu les livres, en revanche, j'ai quand même une certaine expérience au compte tenu peut-être aussi des créatures mythologiques qui sont abordées. Donc ça va être plutôt sur le traitement des créatures mythologiques que je vais critiquer dans cette série, plus que l'histoire ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être ça. Ça va plutôt être focusé sur comment justement les studios Disney ont cherché à représenter justement ces fameuses créatures mythiques, ces fameuses créatures mythologiques. C'est plutôt sur ça que je vais plutôt m'appuyer, plus que sur l'histoire ou les bouquins ou la façon dont le scénario a été monté. Ça, je laisse ça à des spécialistes de la question. Vous en trouverez beaucoup sur internet. Je vous invite à aller en regarder si vraiment le sujet vous intéresse. Moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse là de suite. C'est plutôt la façon dont ça a été fait et plutôt dans la façon que Disney a choisi pour les représenter. Donc pour commencer, si on regarde un peu l'épisode 1, donc je vais essayer de faire plus ou moins dans l'ordre, même si tout ne me vient pas de suite en tête. Si on regarde l'épisode 1, déjà on peut voir que déjà ne serait-ce que le personnage de Percy, je vous renvoie à la vidéo que nous avons fait déjà sur Persée, c'était déjà de prime abord le fils de Zeus et de Danaé, et non pas on va dire le fils de Poséidon, mais ça a été un choix certainement fait par l'auteur de vouloir faire de Persée le fils de Poséidon et non pas le fils de Zeus. Je veux dire après tout pourquoi pas, ça c'est dans le livre, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais ce qui m'a intéressé le plus en fait dans le personnage de Persée lui-même à proprement parler, pas Persée et ses amis, c'est vraiment la façon dont ça a été traité. Ça a été traité un peu à la manière dont on attend plus ou moins ces séries un peu axées sur la jeunesse. On va avoir la quête de l'identité, la quête justement un peu à l'image justement de la mythologie grecque, cette espèce de pourfendeur un peu de créatures mythologiques. Donc c'est vrai que globalement le personnage, que ce soit dans la série ou bien dans les films, tournait autour de ça, cette quête de l'identité, cette quête un peu du passage de l'enfant à quasi l'âge adulte. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la mythologie. Ça je ne le nie pas, c'est totalement on va dire en adéquation avec ce que moi je me souviens du film et ce qu'on voit dans la série, et j'imagine que c'est également le cas dans le livre. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, mais je tiens à faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui est abordé dedans. Déjà de prime abord, ce qu'on voit déjà en première ligne dans les créatures mythologiques en tout début du premier épisode sont les Erinyes. Alors moi je vous avoue que j'ai eu quand même un sérieux doute si c'était les Erinyes qui étaient représentés ou si c'était les Harpies, parce que on va pas se mentir, Disney a fait le choix de représenter les Erinyes en total on va dire look style femme oiseau, un peu comme pour les Harpies ou pour les sirènes dans l'Odyssée. Et si j'ai trouvé ça assez maladroit parce que on sait pas trop justement si c'est les Erinyes qui sont représentés ou si c'est justement les Harpies. Je vous renvoie toujours à l'épisode que j'ai fait justement sur les Erinyes, mais en fin de compte quand j'entends le prénom Alecto qui a été prononcé par l'un des personnages, le nom m'échappe, on comprend de suite que ce sont les Erinyes. Alors c'est vrai qu'elles sont représentées dans la mythologie grecque, forme on va dire de personnages ailés. Mais ce que moi j'aurais rajouté pour éviter justement cette confusion un peu bête, ça aurait été peut-être de rajouter justement les tuniques des Erinyes pour bien les différencier. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément très pointu sur le sujet, mais c'est vrai que ça aurait pu éviter justement cette espèce un peu de confusion un peu maladroite qu'on a voulu faire. Alors après, si c'est la description qui est donnée dans les livres, je peux comprendre qu'ils aient voulu à tout coller au bouquin, mais c'est vrai que dans l'imaginaire mythologique, c'est peut-être pas forcément ce qui aurait pu être le plus judicieux pour être représenté. Un autre personnage qui a été mis en avant, ça a été éventuellement le Minotaure. Le Minotaure, bon c'est vrai que la présence d'un slip sur un Minotaure, ça a été comment dire l'élément un peu cocasse, mais globalement on a pris un peu l'image du Minotaure un peu féroce, un peu barbare, un peu primitif, ce qui est on va dire l'image que la mythologie nous en fournit aussi. C'est l'image aussi que nous en avons également dans les péplums qui sont sortis bien plus tard, dans les dessins animés, dans tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui a été gênant en soi, et c'est quelque chose on va dire qui ne m'a pas choqué. Alors c'est vrai qu'on le voit pas forcément très bien dans l'épisode 1, il est un peu dans cette espèce de clair-obscur, très difficile de le distinguer, mais c'est vrai qu'à l'image un
un peu de Thésée justement on va dire qui pourfend le Minotaure, Percy va justement se poser dans l'image de Thésée, à savoir que ce dernier va affronter le Minotaure et va réussir à le vaincre plus ou moins. Donc c'est pas trop mal représenté parce qu'on devine un peu la référence, mais c'est vrai que à première vue c'est pas forcément mal fait, c'est plutôt bien fait au contraire. Donc déjà c'est intéressant de voir que on a cherché à voir respecter ce genre de choses, donc déjà c'est intéressant. Autre peut-être allusion que j'ai vue également, c'est que dans cette fameuse scène, et là ça va être spoiler bien entendu, dans cette fameuse scène où la mère de Percy se fait enlever plus ou moins par le Minotaure, alors on ne sait pas si elle est morte ou si elle est enlevée, au final on sait plus tard qu'elle a été enlevée. En fait ça m'a beaucoup rappelé justement le mythe de Perséphone avec Hadès. Hadès enlève personne pour en faire son épouse et l'emmène aux enfers, mais on s'aperçoit qu'à la fin de la série c'est exactement le cas. La mère de Percy a été enlevée par Hadès dans le but de la protéger. Donc on peut y voir un petit peu une espèce de clin d'œil plus ou moins au mythe de Perséphone sous cet angle-là. Alors c'est pas forcément ce qui va nous venir le plus à l'esprit, mais c'est ce qui va faire en sorte que peut éventuellement transvaser cette image de justement par rapport à ça. Autre créature mythologique qui est bien repris pour le coup, peut-être mieux dans la série que dans le film, c'est Méduse. J'ai énormément apprécié le traitement de Méduse fait dans la série, puisqu'on va la décrire, alors c'est un petit peu le cas même dans les dessins animés, on va la décrire comme une espèce de sculptrice avec toutes ces statues de pierre et tout ça. Donc on devine à peu près chez qui on est. Déjà ça nous annonce un petit peu la couleur, on devine chez qui on est, surtout si on a vu les films au préalable. Mais le personnage de Méduse, je veux dire, est beaucoup moins, j'ai envie de dire, moche dans la série que dans les films. Je sais pas, je n'ai pas vu l'actrice qui l'a interprétée, mais je trouve que c'est une actrice, je trouve qu'il l'a très bien représentée, qu'il l'a très bien mise en avant, avec justement peut-être tout un travail au niveau de la perruque, de la perruque de serpent. Donc c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui a été bien fait. Bien sûr, on assiste au fait que Percy lui coupe la tête à la fin, comme dans le mythe de Persée et de la Méduse, bien entendu, et ça c'est lourdement repris, mais globalement, je trouve que le personnage est très bien représenté et on sent quand même que c'est Méduse, puisque si vous regardez bien, le personnage a les yeux voilés, donc on devine bien chez qui on est, plus tous les indices. On a les statues, on a tout ce qu'il y a autour, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis quand même demandé si c'était bel et bien elle, puisque elle reçoit l'équipe des 3 personnages principaux chez elle, avec un énorme banquet, et ce n'est pas sans me rappeler justement le mythe dans l'Odyssée, justement Circé. Rappelez-vous, Circé, c'était cette fameuse sorcière qui a invité tout l'équipage de Ulysse à un banquet qui les a finalement transformés en animaux. Donc c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil au mythe de Circé qui n'est pas forcément, on va dire, mis en avant en soi, mais qu'on peut retrouver facilement. Méduse n'est pas décrite comme une créature dans tout ce qu'on peut en voir en traitement, comme une créature, on va dire, très conviviale. Mais là justement ils ont essayé peut-être de faire un petit mix assez ingénieux, assez intéressant. Alors je devine que c'est peut-être beaucoup pompé sur les bouquins, mais globalement moi des souvenirs que j'ai du film, vous n'avez pas ça c'est sûr. Donc c'est vrai que de ce point de vue là, je trouve que c'est pas trop mal fait. Je trouve que le clin d'œil à Circé, peut-être de façon un peu indirecte, mais globalement on retrouve quand même la trame du mythe de Méduse là-dedans. Autre créature mythologique qu'on va retrouver, et c'est là que je me suis quand même posé la question si c'était soit Circé, soit autre chose. On voit quand ils sont dans le train, dans la scène du train, alors je sais plus si c'est dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, je m'en rappelle pas très bien, on voit quand même dans cette scène dans le train où ils sont accostés par une femme d'une quarantaine d'années, de prime abord on va dire très sympathique, avec un espèce de petit panier qu'on utilise justement pour transporter les tout petits chiens, petits chihuahuas et compagnie. Et justement, plus j'écoutais les dialogues du personnage, plus je me disais, peut-être Circé, étant donné qu'elle a un animal avec elle. Circé transformait les humains en animaux, en cochons ou autre chose. Donc je me suis lourdement posé la question si c'était pas Circé ou si c'était pas autre chose. Et plus le personnage parlait, plus je me suis dit, ah oui d'accord, c'est Echidna. Alors Echidna, il faut savoir que c'est pas le personnage mythologique le plus mis en avant et le plus connu. Certes, c'est la mère des monstres, c'est la mère de l'hydre de Lerne, de Cerbère qu'on va retrouver bien plus tard dans la série. C'est un peu la mère de toutes ces monstruosités que la mythologie va mettre en avant. Mais ce qui est un peu déconcertant, c'est qu'en fait, on n'identifie pas Echidna d'entrée de jeu. Et c'est vrai que j'aurais peut-être moins rajouté au niveau du personnage, peut-être une allusion au serpent, peut-être un collier en serpent ou quelque chose, on va dire, qui rappelle le côté un peu reptilien d'Echidna, puisqu'on l'a décrit comme une espèce de créature un peu serpent, ce genre de choses, ou du moins dans la plupart des représentations, c'est ce qu'on en donne. J'aurais peut-être mis un peu plus l'accent pour bien marquer que c'est bien Echidna, c'est pas Circé par exemple. Alors après, le traitement de la chimère, alors c'est une allusion plus ou moins au mythe de Bellérophon qui est un clin d'œil aussi au fait que dans la série,
Percy est le fils de Poséidon, mais Bellérophon est aussi un fils de Poséidon, donc on va dire que ça reste en famille entre guillemets, puisque dans la mythologie grecque, c'est Bellérophon qui zigouille entre guillemets la chimère. Déjà, il y a quand même un raccord entre le fait qu'on a voulu faire de Percy le fils de Poséidon et une créature qui a été terrassée dans la mythologie grecque par un fils de Poséidon. Donc déjà, on voit, ça nous annonce un petit peu la couleur. Donc déjà, c'est sûr que par rapport à ça, si on sépare un peu tout, on voit qu'il y a une certaine petite cohérence. La chimère étant aussi plus ou moins considérée un enfant d'Echidna. Donc déjà, pas forcément très choquant, mais c'est vrai que pour le personnage d'Echidna, pour le différencier des autres, j'aurais peut-être mis l'accent sur un attribut, enfin peut-être pas sur un attribut, mais sur quelque chose qui nous le rappelle. La chimère, on voit un petit chien en vient un peu comme un cheveu sur la soupe, pour bien spécifier que c'est la chimère, mais c'est vrai que je l'aurais peut-être stylisé d'une autre façon, puisque la chimère, elle a quand même une tête de chèvre, elle a quand même pas mal de choses, donc peut-être que je l'aurais stylisé différemment. Après, le traitement de la chimère, que ce soit en dessin animé ou en film, est souvent très différent de ce que la mythologie nous fournit. Je rappelle qu'une chimère, c'est une espèce d'hybride de beaucoup de choses. Donc, c'est pas forcément la créature la mieux faite, mais c'est pas la plus pire. Ensuite, après l'épisode d'Echidna et la chimère, on va passer à cette espèce un petit peu de clin d'œil qui est fait avec les moires, c'est-à-dire 3 bonnes femmes qui sont en train de tricoter, de faire ce genre de choses. Donc déjà, il y a un petit clin d'œil aux moires, un petit peu comme on pourrait retrouver par exemple dans Hercule ou dans autre chose. Donc les moires n'ont pas grand intérêt dans cette partie-là. Donc on voit quand même que la mythologie est quand même bien présente. Et on va avoir aussi la place des dieux. Alors le premier dieu qu'on va rencontrer avant Poséidon, avant Zeus, avant tout ça, ça va être Arès. Alors je vais pas dire que c'est Arès en carton, loin de là, ils n'ont pas choisi trop mal l'acteur, même si je pense qu'ils auraient pu mettre un pet de férocité et de pet au casque un peu plus. Mais ce qui est bien propre en fait au traitement de Hadès qu'ils ont voulu en faire, c'est par exemple le fait que Hadès s'est retrouvé en très mauvaise posture quand il s'est fait prendre la main dans le sac avec la femme d'Héphaïstos. Donc on va avoir un peu toute la quête autour du bouclier de Arès à ce moment-là, qui va tourner justement autour du personnage d'Héphaïstos, de tout ça. Donc ça, c'est pas trop mal représenté jusqu'à présent. Le mythe, enfin, disons que le traitement des dieux jusqu'à présent, c'est pas forcément le traitement qui est le plus intéressant là-dedans, mais globalement, la quête du bouclier d'Arès dans l'antre, on va dire, d'Héphaïstos. Alors, ce qui est assez malin, c'est qu'ils ont choisi quand même, pour représenter le domaine d'Héphaïstos, un parc d'attractions. C'est sympa, j'aurais pas vu forcément ça, parce qu'Héphaïstos est quand même le maître des forgerons, c'est pas le maître, on va dire, des forains. J'aurais peut-être vu plus un atelier ou quelque chose comme ça, peut-être quelque chose d'un peu moins un peu moins bizarre. Je trouvais que c'était pas en adéquation avec le caractère, on va dire, propre du dieu dans la mythologie même. Après, au niveau des traitements des dieux, bon, vous avez Arès en premier, vous avez peut-être Dionysos aussi au tout début de la série, mais Dionysos, j'y reviendrai après. Donc, c'est vrai que le traitement de Arès est pas trop mal, mais j'aurais rajouté quand même un peu plus de cruauté, parce qu'il n'est pas réputé pour être un tendre dans la mythologie grecque, que ce soit dans les représentations mythologiques ou même plus tard. Si vous prenez par exemple le Wonder Woman qui est sorti avec Gal Gadot, Arès a complètement un pet au casque. C'est un peu plus comme ça que moi personnellement je l'aurais représenté, et pas avec cette espèce de Vendée de biker. Donc bon, c'est vrai que je le trouvais pas si effrayant que ça et pas si impressionnant. Peut-être il aurait fallu accentuer un peu plus. Pour continuer avec le traitement des créatures mythologiques, on va avoir à un moment donné le fait que Percy et ses amis veulent descendre aux enfers. Alors ça va se dérouler dans un marchand de matelas. Alors c'est vrai qu'honnêtement j'ai trouvé ce traitement, on va dire, du fait que Percy voulait rentrer aux enfers de cette façon-là un peu maladroite, dans le sens où si on se réfère vraiment à la mythologie, l'accès aux enfers est normalement fait dans des grottes et non pas de cette façon-là. J'ai pas trouvé le traitement personnellement de cette façon de faire extrêmement pertinente, extrêmement intéressante. Faut pas dire que j'ai trouvé ça extrêmement maladroit de leur part. Alors après, franchement, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement du traitement de l'enfer qui est fait dans la série et de ce qu'on en sait de la mythologie jusqu'à présent? C'est que je trouve en fait que c'est pas un enfer qui est très angoissant. Je le trouve assez plat, assez fade. Alors oui, on va retrouver Charon, le nocher des enfers, bien entendu. On va retrouver à un moment donné Cerbère un peu en mode chien fou, pas forcément dans son rôle de gardien. Donc c'est vrai que le traitement de l'enfer, pour moi, ça m'a un peu déçu. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus sinistre, un petit peu plus sombre, quelque chose de plus angoissant en fait. Pas forcément style film d'horreur, qu'on s'entend bien, ou film horrifique, mais quelque chose, on va dire, qui montre qu'on n'est pas dans le monde des vivants. Or là, j'ai plutôt trouvé ça assez insipide, pour être honnête, et pas forcément à la hauteur des attentes que moi j'aurais pu en formuler. Ensuite, si on peut bifurquer par exemple sur le personnage de Hadès qui est choisi dans la série, alors pour moi, de ce que moi j'ai pu en voir dans la série,
c'est que j'ai souvent eu l'impression qu'ils ont voulu essayer de reproduire cette espèce un peu de personnalité un peu loufoque, un peu bizarre qu'on retrouve dans le Hadès de Hercule. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ce traitement-là, on va dire, très judicieux. Parce que quand on a vu Hercule, il y a un bon nombre incalculable de fois, ou même la série animée, on retrouve un peu des traits de caractère qu'ils ont voulu faire. Et alors après, c'est du Disney, bien entendu, ils se sont inspirés de ce qu'ils connaissent. Mais franchement, je l'ai pas trouvé, on va dire, si terrifiant, si impressionnant ça, en réalité. Et surtout, et le petit contraste qu'on peut faire, c'est que dans le film Percy Jackson et les Olympiens, vous avez la présence de Perséphone, qui est jouée par Rosario Dawson, si je me souviens bien. Mais là, vous n'avez pas la présence de Perséphone. Ce qui pourrait ressembler éventuellement à Perséphone, c'est peut-être, ou ce qui pourrait s'en rapprocher, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est peut-être la mère de Percy, justement, qui fait un peu cette espèce de rôle de Perséphone. Alors, la seule différence, c'est qu'elle, elle peut retourner sur Terre de façon normale, alors que Perséphone, ça a été tout en pataquès. Donc, c'est vrai que la série n'est pas forcément mauvaise, il y aurait d'autres choses que j'aurais à redire, mais qui n'ont pas lieu d'être à ce moment-là. Mais c'est vrai que cette série, je voudrais voir un peu, elle va évoluer. Si vraiment elle se base sur les livres, c'est tant mieux. Et le traitement des créatures mythologiques jusqu'à présent n'est pas trop dégueu. Du moins, ça reste un peu dans la cohérence. Ça reste dans la cohérence dans le sens où c'est difficile en fait de faire quelque chose d'incohérent avec quelque chose qui a été déjà traité et retraité plus d'une fois. La mythologie grecque, c'est quelque chose qui a été traité et retraité plus d'une fois. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on peut se tromper comme ça du jour au lendemain. Donc voilà ce qu'on pourrait vraiment dire concrètement par rapport justement au traitement mythologique justement des créatures dans Percy Jackson. Alors mention évidemment pour les tout premiers dieux qu'on va croiser dans la série, à savoir Chiron et à savoir également Dionysos. Alors j'ai trouvé le traitement de Dionysos également, on va dire qu'on pouvait pas faire mieux dans le sens où oui, Dionysos il aime boire, il aime faire la fête, donc ils ont représenté un espèce de Dionysos un peu à la ramasse, qui est ivre un petit peu dès le matin. Donc c'est vrai que ça m'a pas choqué, on a deviné un peu à qui on avait affaire, surtout quand on voit un petit peu la dégaine du gars, et surtout quand on sait que Dionysos est une créature végétale, donc bien entendu ça m'a pas trop choqué. Le traitement de Chiron, c'est vrai que j'ai tendance à peut-être préférer le traitement qui a été fait plus dans les films, puisque là en fait on décrit un peu un Chiron propre sur lui, en costume et tout, ça m'a un peu gêné, parce que en fait les centaures ne sont pas réputés pour être des centaures propres sur eux. Alors oui, Chiron, exception à la règle, mais concrètement je trouve que c'est un Chiron trop modernisé pour moi. J'aurais préféré qu'il reste un peu sur la représentation qu'on a trouvée dans les films, qui je trouve est beaucoup plus fidèle à l'esprit qu'on pourrait se faire d'un Chiron, un peu comme on pourrait voir les centaures dans Harry Potter ou ce genre de choses. J'aurais préféré que ça reste un peu comme ça, au moins on voyait vraiment que c'était quand même des créatures qui avaient un tempérament assez guerrier. Là ça fait vraiment un Chiron, alors certes qui est un savant de base, c'est le centaure savant, qu'on soit entièrement d'accord là-dessus, mais je trouvais en fait qu'il manquait trop, il était trop proche de l'humain et pas assez proche du côté centaure. Le Chiron c'est un peu cette espèce d'entre-deux que la mythologie nous présente, qui est pas toujours évident. Alors oui, il a sa place d'enseignant que ce soit dans les films ou dans la série, ça c'est clair, ils ont mis l'accent là-dessus, mais je trouve qu'il manque quand même quelque chose qui fait que c'est pas totalement un humain, mais c'est pas totalement un centaure non plus. Je trouve que c'est un petit peu frustrant. Moi en tout cas ça m'a un petit peu frustré de voir cette représentation qui avait été faite de Chiron. Je trouve que c'est pas forcément la représentation que moi-même j'aurais peut-être fait ou choisi si on m'avait demandé par exemple de représenter Chiron, je sais pas, dans un dessin ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai à ce niveau-là, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que c'est pas que je l'ai pas apprécié, mais je trouvais que c'était un tout petit peu dommage. Après on croise Hermès un peu en passant. Alors Hermès, honnêtement, je trouve que c'est un dieu mal exploité, que ce soit dans les séries animées, que ce soit même dans les films. Je trouve que c'est un personnage qui est assez mal exploité, qui est assez mal représenté, que ce soit dans les films qu'on a vu Percy Jackson et Olympia ou même la série. Je trouve que c'est pas le personnage, on va dire, le plus intéressant, parce qu'ils n'arrivent pas, j'ai l'impression, à le rendre intéressant, alors qu'il a énormément, on va dire, de potentiel, ne serait-ce que quand on regarde son histoire mythologique, ça a énormément de potentiel, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peu dommage, en fait, la façon dont ils ont choisi de le faire. Après, je concède qu'ils ont peut-être voulu rester collés au livre, c'est totalement possible, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire. On voit quand même avec House of the Dragons, par exemple, on cherche à rester collé au livre, mais en même temps, on se permet quelques petites libertés, parce qu'on a quand même envie que ça ne soit pas tout lisse, que ça soit pas tout plat, on a envie un peu que la sauce soit un peu relevée, on va dire ça comme ça, et c'est vrai que là, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ensuite, à un moment donné, au même moment qu'on va retrouver justement Hermès, on va faire allusion à l'un des voyages d'Ulysse, à savoir l'épisode des lotophages. Pour ceux qui se rappellent un peu de ce que c'est, ce sont, on va dire, ces gens qui se nourrissent exclusivement de lotus et qui sont un peu dans certaines formes de délirium. Donc là, on va mener la bande des
des 3 jeunes dans un casino avec des lotophages. Alors on les voit pas manger des fleurs de lotus, qu'on soit entièrement d'accord, mais le principe reste le même puisque on fait oublier justement aux gens pourquoi ils sont là et ce qui fait qu'ils font les machines à toute la journée. Enfin, c'est assez impressionnant la façon dont ça a été traité. Est-ce que j'ai trouvé ça intéressant? Pas forcément. J'ai trouvé ça plutôt pénible en fait à regarder à ce niveau-là. Je trouvais qu'en fait ça mettait trop de temps, c'était trop long en fait à trouver la solution. Je trouvais que en fait ça patinait, ça pataugeait dans la choucroute un peu là-dedans. Je trouvais pas ça, on va dire, très bien fait et c'est extrêmement dommage parce qu'en fait l'épisode des lotophages, c'est pas forcément l'épisode de l'Odyssée qu'on connaît le plus parce qu'on va connaître Circé et tout le reste, mais c'est vrai que celui-là on a plutôt tendance un peu à l'oublier et c'est un petit peu dommage parce que honnêtement c'est un épisode je trouve qui est assez cocasse parce que ça montre un peu, c'est un peu un clin d'œil au pouvoir des champignons hallucinogènes, hein, on soit entièrement d'accord, c'est entièrement basé là-dessus, mais pour le coup par rapport au lotus c'est un petit peu un clin d'œil, mais là je trouvais qu'en fait c'était c'est pas forcément on va dire quelque chose que je trouvais assez intéressant puisqu'on vous a dit qu'en fait c'est pas dans la nourriture, c'est dans l'air qu'on respire et tout ça, donc déjà je sais pas, je trouvais que c'était bien de reprendre cet épisode de l'Odyssée du voyage d'Ulysse, mais en même temps je trouve que l'exploitation, et c'était pas forcément l'exploitation à laquelle je m'attendais le mieux, je vois pas en fait l'idée qu'ils ont eu en fait de vouloir adapter ça de cette manière là. Alors je comprends totalement l'idée, hein. C'était que quand on rentre dans un casino on oublie tout le monde extérieur, on ne sait plus ce qui se passe. Quand on a une addiction au jeu en général on fait plus attention à quoi que ce soit, et quand on a une addiction tout court d'ailleurs, c'est un petit peu un clin d'œil justement à ça, on est entièrement d'accord, mais je trouvais que l'exploitation en fait des lotophages n'était pas forcément l'exploitation la mieux faite et je trouvais ça très long. J'avoue que l'épisode où on croise Hermès et les lotophages en premier, j'ai trouvé ça très long, j'ai trouvé ça assez indigeste. Il y a beaucoup de passages je trouve dans cette série qui sont assez indigestes en soi puisque ça va dans des explications, ça manque par moments un peu d'action, c'est un petit peu plat, ça manque un petit peu quelque chose. Il y a de l'exploitation en fait de certaines notions mythologiques dans cette série qui m'ont un peu gênée. Je vous ai cité par exemple le cas de l'entrée des enfers. Bon, je trouvais pas ça très... J'ai trouvé en fait que c'était pas en adéquation en fait à ce que l'enfer devait représenter. On va pas se mentir. Quand vous devez rentrer dans une grotte qui est noire, qui est sombre, pour aller dans un endroit qui est tout aussi noir, tout aussi sombre et tout aussi, on va dire, anxiogène, le fait de passer par un placard presque à balai pour atterrir dans un endroit qui est extrêmement pompé, je trouve, sur God of Egypt, je suis pas sûre qu'en fait ce soit quelque chose d'assez pertinent. Je dis pas que la série est mauvaise, elle a de grosses lacunes. Pour moi, il y a de grosses lacunes. Alors, s'ils ont voulu se rapprocher des livres, c'était extrêmement bien et je salue l'effort parce que, on va pas se mentir, on voit quand il n'y a pas de support écrit sur certaines séries un peu les catastrophes que ça fait. Hashtag les 2 dernières saisons de Game of Thrones. Mais là, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un petit peu lent par moments, c'était un petit peu pénible, c'était un petit peu chiant. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, on s'en lasse. On aurait tendance un petit peu à se lasser de ce manque d'action. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un punch. Honnêtement, je trouvais que ça manquait un petit peu de punch. Alors, c'est sûr que c'est pas le choc des titans, ce genre de choses, ça c'est clair et net, mais j'ai trouvé ça un peu plan-plan, un peu plat. Le traitement des créatures mythologiques, pas trop mal. Encore une fois, je me base pas sur les livres, moi je me base sur ce que je connais de la mythologie, c'est ce qu'on a traité depuis le début. Je trouve que c'est pas trop mal, mais il aurait pu mieux faire. Pour moi, ça aurait pu être beaucoup mieux, et surtout peut-être plus intéressant, et plus peut-être poussé, beaucoup mieux travaillé. Alors oui, il y a des clins d'œil à des héros de la mythologie, Percy, Persée, donc ça déjà c'est fait. On a par exemple des allusions à Thésée avec par exemple l'épisode du Minotaure, on a des allusions à Bellérophon avec justement la présence de la chimère, et aussi à un moment donné on les voit les Pégases. Il y a une double allusion en fait avec Pégase, avec le mythe de Persée et le mythe de Bellérophon. Donc déjà il y a des clins d'œil qui sont faits à la mythologie grecque, mais globalement c'est des clins d'œil les créatures sont bien représentées, les clins d'œil sont pas trop mal faits et tout, mais globalement il y a certains trucs où on se demande vraiment qu'est-ce que ça fait là. L'exemple par exemple des lotophages, je reviens dessus parce que en fait c'est un traitement qui m'a un peu gênée dans le sens où en fait je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec l'image du casino, tout ça et compagnie, mais en fait je vois pas en fait l'intérêt de le traiter de cette manière, ou du moins de vouloir le faire comme ça. Ça aurait été peut-être mieux que ce soit plutôt lors d'un banquet ou d'une fête ou un truc comme ça, j'aurais plutôt vu ce genre de choses, parce que quitte à s'enivrer, pourquoi pas, on va dire là-dedans. L'histoire du casino est tout aussi pas mal, mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui est pas très bien fait sur certains aspects. Donc c'est vrai que j'espère que la saison 2 quand même nous en apprendra davantage, même si à un moment donné on se rapproche beaucoup des films, et petit à petit on s'en éloigne pour y revenir justement à la fin, avec justement cette histoire de foudre qui est à Zeus ou je ne sais quoi. On retrouve un petit peu le cheminement un peu des films. Alors c'est vrai que moi j'avais vu le premier film, je l'avais trouvé pas trop mal, même si Uma Thurman dans Méduse, bon,
bon, ça se passe de commentaires, c'est vraiment pas ce qui lui va le mieux, on va pas se mentir. Enfin moi en tout cas je n'ai pas vraiment aimé sa façon de représenter Méduse. Je suis assez critique sur ce mythe là parce que c'est un de mes mythes préférés, mais globalement on retrouve quand même des clins d'œil au film. Si on a vu les films, la série ne va pas grandement nous changer, c'est juste le traitement mythologique que je trouve est plus ou moins bien fait, peut-être du côté de la série que du côté du film. Donc à voir justement, si vous avez lu les livres Percy Jackson, n'hésitez pas juste à en parler en commentaire, comme ça on pourra en débattre entre nous. Moi c'est vrai que c'est un univers, alors l'univers de la mythologie grecque c'est quelque chose que je connais assez bien. C'est vrai que les livres Percy Jackson, je suis pas forcément dans la tranche d'âge où justement on a envie de les lire, mais moi ce sera plus le traitement des créatures mythologiques, des mythes en eux-mêmes qui va m'intéresser justement dans des séries comme ça, que on va dire l'histoire à proprement parler. Ça va plus être comment ça a été exploité, comment ça a été récupéré, puisque c'est une forme de récupération, c'est une forme de réception, si vous préférez, du savoir ou des auteurs mythiques justement d'antiques grecs à nos jours. Donc c'est un traitement, on va dire, assez intéressant de récupération, d'exploitation historique. Mais globalement, c'est vrai que c'est ça qui va plus m'intéresser dans des trucs comme ça que justement les bouquins à proprement parler. Ça peut être aussi également une façon d'aborder ce genre, on va dire, de littérature d'un point de vue mythologique, même Harry Potter, on pourrait en faire aussi justement, on pourrait en faire justement des comparatifs à tirer l'arigot là-dessus, parce qu'il y a énormément de créatures mythologiques dans Harry Potter, que ce soit grec, king ou autre, on pourrait le faire tout autant. Mais bon, se retaper les 3 livres, enfin les 7 livres, c'est quand même assez long. Donc voilà ce qu'on pourra en dire justement sur le traitement des créatures mythiques dans Percy Jackson. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être fait découvrir des choses justement que vous ne connaissiez pas, peut-être sur justement les créatures qui sont présentées dans justement la série Percy Jackson. Peut-être que ça vous aura incité peut-être à aller voir justement les épisodes qui sont consacrés justement à ces fameuses créatures. Il y en a un bon nombre sur la chaîne. N'hésitez pas justement à aller les voir si vous voulez en apprendre davantage. Justement, c'est intéressant de savoir le mythe de base, voir ensuite comment ça sera traité dans des représentations, qu'elles soient cinématographiques, littéraires ou autres. C'est quand même assez intéressant d'avoir la base de la base, histoire quand même qu'on ait un œil critique sur la façon dont on traite ces sujets-là et la réception justement qu'on peut en faire. Donc n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 abonnés, si peut-être avant l'été. Moi je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.